Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence à cet entretien et bienvenue à l'Université Paris-Panthéon-Assas où nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois le professeur Alexandre Viala, que nous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais qui ne le connaîtrait pas, tout le monde le connaît, Alexandre Viala est professeur agrégé de droit public à l'Université de Montpellier, professeur associé de l'Université Sangor d'Alexandrie, directeur du CERCOP et directeur du DU de philosophie du droit. Nous avons convié à cet entretien quelques élèves de l'association philotechnique de Paris qui suivent mon cours de philosophie du droit de l'autre côté du Panthéon, juste à côté, afin qu'ils aient le privilège d'entendre un philosophe du droit de talent s'exprimer à propos d'un auteur qu'il affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, parmi les nombreuses publications d'Alexandre Viala, et ainsi que vous l'a déjà indiqué Johan sur la vidéo de présentation des entretiens d'Assas, je conseille à ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet que nous allons évoquer un essai publié en 2017, Le pessimisme est un humanisme, Schopenhauer et la raison juridique, dont vous trouverez bien sûr les références sur la page spéciale dédiée aux travaux du professeur Viala sur le site de l'Association des chercheurs d'Assas. Comme vous le savez, le thème qui a été retenu, Schopenhauer et la juridicité, servira de support à cet entretien. Enfin, pour terminer cette entrée en matière, une petite précision terminologique à propos de la notion de juridicité, régulièrement employée par les anthropologues du droit notamment. Selon une définition classique, je le dis à l'attention de mes élèves, la juridicité désigne la qualité ou l'état d'une situation, d'un acte ou d'un élément qui relève du domaine du droit. Elle s'applique aux normes, règles et principes régissant les rapports entre individus ou groupes dans une société. Partant, rapprocher l'œuvre de Schopenhauer et la notion de juridicité nous a semblé être à bien des égards une démarche intéressante, et avec Johan, nous avons immédiatement pensé au professeur Viala pour mener à bien cet exercice. Mais j'en ai déjà trop dit et je cède immédiatement la place au professeur Viala, à qui je vais avoir le privilège de poser la première question. Alexandre Viala, bonjour. Parmi les activités universitaires dont vous avez la charge, vous dirigez le DU de philosophie du droit à l'Université de Montpellier. Et en 2019, vous avez publié la deuxième édition d'un ouvrage intitulé « Philosophie du droit ». Aussi, pour commencer cet entretien, j'ai envie de vous poser, ex abrupto, 3 questions courtes. Quelle est votre définition de la philosophie du droit? Pourquoi s'intéresser à la philosophie du droit en 2025? Et pensez-vous qu'il soit nécessaire d'être juriste pour enseigner utilement la philosophie du droit? Merci bien. Tout d'abord, chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais dire combien je suis très heureux de revenir ici, dans ces locaux de l'Université Panthéon-Assas, dans le cadre notamment de l'association des chercheurs de l'université et de la faculté de droit. C'est la deuxième fois que je suis invité dans le cadre de ce forum, grâce à l'aimable invitation et au dynamisme de mon ami Johan Saïd et de mon collègue M. Puma. La dernière fois, je me souviens très bien, c'était à peu près il y a 3 ans, nous nous étions entretenus autour de l'éminente figure de Jean-Jacques Rousseau. Et cet après-midi, c'est un autre penseur qui va attirer notre attention. C'est Arthur Schopenhauer. C'est bien différent, ne serait-ce que parce que, je vais y revenir à maintes reprises, ce qui caractérise essentiellement la figure d'Arthur Schopenhauer, c'est son pessimisme. Et on sait que Jean-Jacques Rousseau était plutôt considéré comme un optimiste. Disons qu'il cultivait un optimisme anthropologique, un pessimisme sociologique. La société corrompt l'âme humaine, mais c'était un optimiste, il considérait que c'est le fameux mythe rousseauiste du bon sauvage, et tout le contraire de ce que pensera Schopenhauer, qui avait une vision plutôt sombre de l'âme humaine, j'y reviendrai. Mais ce n'est pas vraiment le pessimisme de Schopenhauer qui m'a attiré chez cet auteur, c'est plutôt j'y reviendrai, le fait qu'il se situe à la croisée de 2 siècles, le XVIIIe et XIXe siècle, et qu'il scelle en quelque sorte la période dite classique et il ouvre la période
avant-gardiste, celle que Paul Ricoeur appellera la philosophie du soupçon. Mais avant de revenir à ces points un peu délicats et intéressants, pour revenir à votre question, justement, la réponse que je voudrais essayer de vous proposer, elle est en lien, justement, avec Arthur Schopenhauer. Pour dire la première chose, c'est que, si vous voulez, la philosophie du droit et la philosophie en général, c'est une activité indispensable. Elle est aussi indispensable que l'air et l'oxygène que nous respirons. Je dirais que, alors malheureusement, elle ne bénéficie en France que d'une modeste place, une relativement modeste place, même s'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, mais rien à voir avec ce dont elle bénéficie, par exemple, en Italie. Depuis de nombreuses années, en Italie, il y a une section de philosophie du droit dans les facultés de droit de France. Et donc, pour embrasser la carrière professorale à l'université, il existe une section autonome qui s'appelle philosophie du droit. Ça n'existe pas en France. Quand on passe l'agrégation de droit, c'est soit l'agrégation de droit public, l'agrégation de droit privé ou l'agrégation d'histoire du droit, mais il n'y a pas d'agrégation de philosophie du droit. Il y a des matières à dimension philosophique, il y a une discipline, il y a une matière, parmi les 5 matières qui sont à proposer aux candidats, il faut en choisir 3. Il y a une étude qui s'appelle, je crois, théorie du droit et histoire des idées politiques, mais il n'y a pas une section autonome de philosophie du droit, contrairement à ce qu'il en est en Italie, contrairement à ce qu'il en est en Espagne, dans d'autres pays. Nous sommes donc, de ce point de vue-là, nous avons accusé un sérieux retard, même si nous le comblons depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Même bien davantage, ainsi. On pourrait, disons, reconnaître à Michel Villet, en particulier, le mérite d'avoir lancé cette discipline dans les années 70 en France. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une discipline très importante, comme je le disais, donc elle est aussi indispensable que l'air que nous respirons. Et de manière générale, en effet, c'est une discipline qui répond à un besoin sans la satisfaction duquel, pour reprendre les mots de Rabelais, la science ne serait que ruine de l'âme. Vous connaissez tous le mot de Rabelais, science sans conscience ne serait que ruine de l'âme. Et bien justement, la philosophie, c'est cette discipline réflexive, par le détour de laquelle le juriste prend conscience d'une chose, c'est ça la réflexivité. Il prend conscience que l'objet auquel il s'intéresse est une source d'étonnement. Autrement dit, le philosophe est quelqu'un qui s'étonne. C'est ça, essentiellement. Jeanne Hersch, une autrice, il y a quelques années, avait produit un essai qui s'appelle L'étonnement philosophique. Mais cette notion d'étonnement, justement, et c'est pour cela qu'il y a un lien entre la philosophie et Arthur Schopenhauer, nous la devons justement à Schopenhauer. Ce lien entre philosophie et étonnement, c'est Schopenhauer qui l'a mise en lumière. Selon lui, je le cite, c'est un extrait de son maître ouvrage qui s'intitule Le monde comme volonté et comme représentation. Selon Schopenhauer, donc je cite, « Avoir l'esprit philosophique, c'est être capable de s'étonner des événements habituels et des choses de tous les jours, de se poser comme sujet d'étude ce qu'il y a de plus général et de plus ordinaire, tandis que l'étonnement du savant ne se produit qu'à propos de phénomènes rares et choisis, et que tout son problème serait, lui, à ramener ce phénomène à un autre plus connu. » Autrement dit, ce que fait Schopenhauer, ça qui est très intéressant, c'est qu'il oppose 2 types d'étonnement. Il y a ce qu'il appelle l'étonnement scientifique, et il y a à côté l'étonnement philosophique. L'étonnement scientifique, qu'est-ce que c'est? Le point commun entre ces 2 types d'étonnement, c'est qu'il y a une inquiétude, il y a un désir, il y a une attente de réponse. Nous sommes étonnés devant le monde et nous attendons une réponse. Et donc, il y a une inquiétude qui a vocation à être apaisée. Bon. L'étonnement scientifique, c'est celui qui
qui va être apaisé en quelque sorte par le recours à des réponses qui consistent à rendre simple ce qui est compliqué. Autrement dit, quand je suis étonné d'un point de vue scientifique, je suis étonné devant une affaire qui est complexe pour moi, et vis-à-vis de laquelle je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les compétences techniques, académiques, pour répondre. Par exemple, je ne sais pas, un exemple trivial, le moteur de ma voiture est en panne, je ne suis pas garagiste, je vais faire appel à un expert, pas à un scientifique, disons à un technicien, quelqu'un qui sait comment fonctionne les moteurs de voiture. Et il va donc réduire la complexité du monde auquel je me heurte à sa simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, il va réduire le divers du monde en une sorte d'unité simple. Il va apaiser mon inquiétude. Et pour ce faire, il a recours à un moyen qu'on a plus ou moins inventé et qui est apparu au XVIIe siècle, qui s'appelle la causalité. La causalité, c'est le moyen par lequel il passe pour résoudre cette question complexe, vis-à-vis de laquelle je n'ai pas les moyens de répondre. Et, autrement dit, ce que va faire le scientifique, c'est qu'il va résoudre ce que Gaston Bachelard appelait des faits polémiques, ou des faits intramondains. C'est-à-dire que ce à quoi s'intéresse le scientifique, c'est à ce que Heidegger appelait des étangs, des faits intramondains, des faits polémiques, qui sont complexes, qui font polémique, qui me posent question, qui suscitent mon inquiétude, qui suscitent mon étonnement. Et pour apaiser cette inquiétude, je ne peux faire appel qu'à un spécialiste qui va donc utiliser la causalité. C'est-à-dire, en fait, un moyen qu'il va utiliser pour essayer de comprendre l'enchaînement des phénomènes qui ont abouti au problème auquel je suis confronté, au problème qui suscite mon étonnement, et vis-à-vis duquel je n'ai pas les moyens de faire face. Le problème, et c'est en cela que réside la différence entre l'étonnement scientifique et l'étonnement philosophique, c'est que, comme chacun sait, la causalité, c'est cette grille d'explication du monde qui consiste à enchaîner, à relier une cause à une conséquence, laquelle est la cause d'une conséquence suivante, laquelle à son tour est la cause d'une autre conséquence, qui à son tour est la cause d'une autre conséquence, et ce, jusqu'à l'infini. Autrement dit, la causalité, tout le monde le sait, c'est une régression ad infinitum. Autrement dit, la causalité, dont se sert le scientifique pour réduire la complexité du monde et le rendre simple, la causalité, elle n'est pas susceptible de nous apaiser, parce qu'elle est sans fin. Elle nous laisse sur notre fin. De sorte que, dit Schopenhauer, le seul moyen qui va apaiser notre inquiétude, c'est la philosophie. Alors, la philosophie ou la religion, si vous voulez, la philosophie joue le même rôle que la religion, mais sans passer par le détour de l'hypothèse de l'existence de Dieu. Le besoin métaphysique de l'homme, qu'il soit croyant ou pas, c'est ça. C'est apaiser une inquiétude que la causalité, c'est-à-dire l'outil heuristique dont se sert le savant pour simplifier le monde, n'est pas susceptible d'apaiser, puisque la causalité est sans fin. Autrement dit, si vous voulez, l'animal métaphysique qu'est l'homme ne peut pas rester indifférent à l'absurde situation dans laquelle le plonge cette régression à l'infini qui le conduit à la conclusion pessimiste, Schopenhauer était pessimiste, d'un monde dépourvu de sens. Grundlos, comme disent les Allemands, sans raison. Sans raison, puisque le principe de raison suffisante, qui est l'autre nom de la causalité, le principe de raison suffisante, c'est le syntagme qu'avait inventé Leibniz pour désigner ce qu'on appellera la causalité, et Schopenhauer a écrit sa première dissertation, sa thèse en fait, de philosophie qu'il avait écrite à l'université de Jena. Il l'avait publié il l'avait envoyé par la poste, et il avait obtenu son grade de prix de docteur. Ça s'appelait la quadruple racine du principe de raison suffisante. C'est sa dissertation de 1813. Il s'était intéressé à cette causalité que l'Église appelait le principe de raison suffisante.
Eh bien, la causalité, elle nous dévoile un monde sans raison, grundlos, puisque je viens de vous dire qu'elle est sans fin. Alors, à moins de postuler une origine première, et ça, c'est l'hypothèse de Dieu. Et là, nous sommes dans le registre de la religion, qui n'a rien à voir avec l'issue de la science. Donc, pour éviter le recours à une hypothèse première, c'est-à-dire à une causa sui ou à une prima causa, qui par définition est contraire au principe de causalité, puisque le principe de causalité est une régression à l'infini, à moins donc de postuler pour éviter de postuler cela, nous sommes obligés de faire de la philosophie. C'est le seul moyen, c'est le seul tranquillisant, c'est le seul remède auquel nous avons recours, il n'y en a pas d'autre, pour apaiser cette prise de conscience que nous résidons dans un monde sans raison, dans un monde grundlos. Hein, grundlos, c'est l'expression que Schopenhauer emploie très souvent. Donc, si vous voulez, ce sentiment d'absurde, d'inquiétude, de malaise dans lequel nous plonge cette absurdité du monde, hein, le fait que le monde est grundlos, Heidegger et Sartre avaient déjà employé un mot pour le qualifier. Sartre parlait de la nausée et Heidegger parlait de l'angoisse. Bon, ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ni Sartre ni Heidegger n'ont rien inventé. En employant ces termes-là, angoisse chez Heidegger, nausée chez Sartre, ils ne font que dire ce que Schopenhauer avant eux avait exprimé en faisant cette distinction entre l'étonnement scientifique et l'étonnement philosophique, et en disant que l'étonnement philosophique, c'est celui dont nous sommes saisis face à un monde sans raison. Et l'étonnement philosophique dont nous sommes saisis face à ce monde sans raison que la science est incapable, vis-à-vis duquel la science est incapable de fournir une explication ultime, cet étonnement ne porte plus sur des faits polémiques, cette fois-ci, hein, ce que Bachelard appelait des faits polémiques, des étangs, comme disait Heidegger, ou des faits intramontains. Non, il porte sur le fait qu'il y a un monde. Il ne porte pas sur des étangs, l'étonnement philosophique. Il porte sur le fait qu'il y a un monde. Autrement dit, il porte sur ce qu'on appelle la question ontologique. Ce que Heidegger appelle la question de l'être, la question ontologique. Question que Leibniz avait formulée en son temps de la façon suivante, c'est une phrase qui est très connue. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Voilà, c'est ça la philosophie. C'est la réponse, c'est la tentative de réponse à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Si vous voulez avoir l'esprit philosophique, c'est un petit peu avoir l'esprit de l'enfant qui demande à ses parents papa, pourquoi tu... Je sais pas, moi je prends un exemple trivial, pourquoi tu prends un manteau? Parce que je sors. Pourquoi tu sors? Parce que je vais acheter des cigarettes. Pourquoi tu vas acheter des cigarettes? À chaque fois l'enfant dit pourquoi? Parce que je fume. Et pourquoi tu fumes? Parce que j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Et pourquoi t'as... etc. Le parent en a assez, il finit par dire c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Autrement dit, l'enfant est conscient que toute réponse appelle une autre réponse qui à son tour appelle une autre réponse. Un monde, si vous voulez, un monde qui n'a pas de réponse. Donc, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien, l'étiologie, c'est-à-dire la science des causes, est incapable de répondre à cette question, et c'est la raison pour laquelle il faut faire appel à la philosophie. Alors, ce qu'il faut bien ajouter, c'est que, et j'y reviendrai quand je parlerai tout à l'heure de ce que Schopenhauer appelle le monde comme volonté et le monde comme représentation. La science, quand elle essaye de résoudre une question, pour apaiser notre inquiétude, la science ne s'intéresse qu'au phénomène, ce que Schopenhauer appelle le phénomène. Lequel phénomène, par définition, et j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas, est soumis au temps, à l'espace et à la causalité. C'est-à-dire à un certain nombre de catégories dites a priori de l'entendement. Ce sont des catégories que Kant appelait catégories a priori de l'entendement. Il y en a 12, mais les trois plus connus sont le temps, l'espace et la causalité. Laquelle, comme je le disais tout à l'heure, à l'instant, est infinie. Et le problème, c'est que la science, et c'est la deuxième limite qui est de nature à faire qu'on est obligé d'avoir recours à la philosophie. Outre qu'elle est infinie, la causalité, outre qu'elle est infinie,
la causalité, elle ignore le substrat métaphysique du phénomène. Autrement dit, elle connaît le phénomène de façon superficielle, c'est-à-dire qu'elle ne fait que dérouler l'enchaînement des causes et des effets. Elle ne connaît que... En fait, la science, elle ne fait que recenser, elle ne fait qu'énumérer les faits qui s'enchaînent les uns aux autres via le principe de causalité. Mais en revanche, elle est incapable de percer l'énigme de ce qui constitue ce que Schopenhauer appelle la face interne de la causalité. C'est ce qu'il appelle la causalité vue de l'intérieur. À ses yeux, selon Schopenhauer, la science, et je le cite, c'est aussi encore une fois extrait de son ouvrage Le monde comme volonté et comme représentation, la science n'est jamais qu'un inventaire de forces mystérieuses qui peut certainement et minutieusement dérouler le fil conducteur des causes et des effets, mais sans jamais parvenir à percer l'énigme d'où provient la force qui fait tomber la pierre ou qui fait croître la plante, si vous voulez. Autrement dit, cette face cachée derrière le phénomène, cette causalité vue de l'intérieur, comme la désigne ainsi Schopenhauer dans la quadruple racine du principe de raison suffisante, ne relève pas du monde comme représentation. Elle est cachée sous ce qui est manifeste, elle est cachée sous ce qui est apparent, elle est cachée sous ce qui est phénoménal. Autrement dit, elle est inaccessible à l'office du savant. Et lorsque celui-ci, le savant, le scientifique, pense atteindre la chose en soi, c'est-à-dire le substrat métaphysique du phénomène, au terme de la réalisation de sa simple tâche étiologique, l'étiologie c'est la science des causes, eh bien il commet une confusion, un péché, comme dit Schopenhauer, de type réductionniste, qui s'appelle le matérialisme. Le matérialiste, ou le scientiste, c'est celui qui érige au rang de vérité ce qui n'est que l'écorce du monde, ce qui n'est que l'écorce superficielle du monde. Autrement dit, le matérialiste, c'est celui qui érige au rang de chose en soi, au rang de vérité, ce qui ne relève que du recensement du déroulé causal des phénomènes. Autrement dit, le scientifique, quand il est matérialiste, c'est quand il croit qu'après avoir fait un simple recensement des causes et des conséquences, il a atteint la chose en soi. Eh bien non, ce n'est pas suffisant. La science est insuffisante. La science est limitée. Et ça, Schopenhauer, il l'a bien montré. Et en fait, il ne fait que dire ce que Heidegger dira plus tard dans un texte fameux qu'il avait publié dans les années 60. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que penser? Qu'est-ce que penser? Réponse de Heidegger, la science ne pense pas. La science ne pense pas. Parce que la science ne fait que, encore une fois, recenser, énumérer l'enchaînement des causes et des effets. Autrement dit, la science ne fait que s'intéresser au phénomène, c'est-à-dire ce qui est apparent, mais elle est incapable d'atteindre le substrat du phénomène, ce que Schopenhauer appelle la causalité vue de l'intérieur, c'est-à-dire pourquoi l'animal va vers sa proie, pourquoi la pierre tombe, pourquoi la pierre est enchaînée par le principe de causalité. Le pourquoi des choses, le fait qu'il y a un monde, la question ontologique, ça la science, elle est incapable d'atteindre cet objectif-là. Donc elle est insuffisante, insatisfaisante, limitée. La science ne pense pas. C'était la terrible phrase d'Heidegger dans son texte des années 60. Qu'est-ce que penser? Eh bien, cette conviction qu'exprimait Schopenhauer à propos de la science, je la fais mienne en ma qualité de juriste à propos de la science du droit. Je considère que la science du droit ne pense pas. Donc il faut faire de la philosophie du droit. Voilà. Pour répondre à votre première question. Non, il n'est pas nécessaire d'être juriste pour faire de la philosophie du droit, puisque le droit, c'est un objet social qu'il est permis d'aborder de l'extérieur. Le sociologue, il est extérieur au droit, mais rien ne l'empêche de s'intéresser au droit. Donc, la science, par définition, elle est extérieure à son objet. C'est le principe d'objectivité. Or, le juriste, il est à l'intérieur de son objet, de sorte que le regard qu'il va porter sur l'objet à l'intérieur duquel il se trouve risque d'être biaisé. Donc, je considère qu'on a
un regard d'autant plus objectif que l'on se situe à l'extérieur de l'objet. Voilà en quoi le sociologue du droit, comme disait Pierre Bourdieu d'ailleurs et ses élèves, aura un regard toujours non pas pur, mais objectif que celui du juriste, qui est considéré toujours comme un juriste d'État. Hein, c'était la rhétorique de Pierre Bourdieu, qui disait les juristes ne savent pas ce qu'ils étudient, puisqu'ils sont dans l'objet qu'ils étudient. Ce sont des juristes qui sont dans l'État, à son service. Ce sont des juristes d'État. Hein, c'est toute la rhétorique de l'analyse sociale du droit de Pierre Bourdieu et de tous ses élèves. Il n'avait pas si tort que cela, puisque le sociologue, il est à l'extérieur de l'objet, de sorte qu'il s'appelle le droit, de sorte qu'il aura un regard plus objectif. Il ne faut pas confondre objectivité et pureté, parce que vous savez, Hans Kelsen qui a écrit une théorie pure du droit, mais théorie pure du droit, ça ne veut pas dire théorie objective du droit, ça veut dire théorie épurée de tout jugement de valeur. Ce que Kelsen désignait par pureté, c'est pas le droit n'est pas pur, le droit est impur, hein, puisque le droit n'est que le reflet formel d'idéaux qui sont impurs, c'est le reflet formel d'affect, d'idéologie, de sentiments, hein, c'est la formalisation dans l'instrument législatif d'un certain nombre d'idéaux qui ne sont ni vrais ni faux, qui sont impurs. En revanche, ce qui est pur, c'est la science du droit. C'est-à-dire que la science du droit doit être épurée de tout jugement de valeur. C'est en cela qu'il stigmatisait les théories dites du droit naturel, hein, puisqu'il accusait les justes naturalistes de faire passer leur propre jugement de valeur pour des vérités, hein, c'est-à-dire sous la bannière de la science du droit ou de la connaissance du droit dit naturel. En fait, ils imposaient leur propre jugement de valeur. C'était le reproche que Kelsen faisait. C'est ce que Georges-Édouard Moore appellera le sophisme naturaliste. Mais cette science pure du droit, ce n'est pas une science objective, puisque c'est une science pure du droit qui peut être déployée par un juriste, lequel est à l'intérieur de son objet. Et donc, il n'aura pas un regard, il n'aura pas le recul suffisant qu'a le sociologue. Donc, il ne faut pas confondre pureté et objectivité, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, quand on est à l'extérieur de l'objet, on a un regard plus objectif par définition. Et donc, peut-être qu'on peut d'autant mieux parler de lui. Donc, je dirais que les non-juristes ne font pas du droit, et s'ils essayent d'en faire, peut-être qu'ils le feront mal, mais en revanche, ils peuvent penser le droit, et ils peuvent d'autant mieux le penser qu'ils sont à l'extérieur de cet objet. Même chose pour les philosophes. Combien de philosophes, dans l'histoire de la pensée occidentale, ont étudié le droit? Il y en a pléthore. Platon, Aristote, Rousseau, Hobbes, Locke, Kant, Hegel a écrit les principes de la philosophie du droit. Marx a étudié aussi le droit. Hein. Il a réfléchi sur le droit comme superstructure au service de l'infrastructure, hein. Le droit comme idée, pas le reflet des rapports de production et des rapports de force au sein de la société. Schopenhauer, même si c'est pas connu, Schopenhauer n'est pas connu pour avoir étudié, réfléchi sur le droit. C'est la raison pour laquelle je me suis évertué à écrire un essai, hein, pour essayer de rattraper cette carence, hein, parce qu'on n'a pas de Schopenhauer l'idée d'un auteur qui s'est intéressé au droit. En fait, si, il s'est intéressé au droit. Il a écrit une philosophie du droit. En fait, philosophie du droit, c'est le titre qui a été utilisé pour regrouper un certain nombre de textes éparses qui avaient été écrits ici et là, dans Le Monde comme volonté, comme représentation, dans les Parerga, Paralipomena, qui est le titre d'un ouvrage tardif de Schopenhauer. Et donc, tous ces textes un peu éparpillés, ici et là, ont été réunis dans un essai qui s'appelle Philosophie du droit, d'Arthur Schopenhauer. Donc, même Schopenhauer s'est intéressé au droit. Bon, c'est pas connu, mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit en 2017 un essai sur la philosophie du droit d'Arthur Schopenhauer, mais il faut le savoir. Au paragraphe 62 du Monde comme volonté et comme représentation, il y a le cœur de cette philosophie du droit, j'y reviendrai tout à l'heure. Et que dire de Nietzsche? Nietzsche aussi a parlé du droit, a pensé le droit. Donc voyez-vous, il n'est pas besoin d'être juriste pour penser le droit. Alors, il y a peut-être un bémol à faire à cette question-là. C'est celui sur laquelle Michel Villet avait attiré notre attention. Michel Villet regrettait que depuis le XVIIe siècle, hein, depuis la modernité, justement, le droit ne soit plus pris en charge par des juristes, mais par des philosophes. Et il nous rappelle que les philosophes antiques
Aristote le premier était polyvalent, parce qu'à l'époque il n'y avait pas, l'Occident ne souffrait pas de la compartimentalisation du savoir, donc les philosophes étaient polyvalents, ils avaient un savoir encyclopédique polyvalent. Aristote était aussi bien philosophe que juriste, que spécialiste de médecine, de zoologie, d'éthologie. Et donc il savait ce dont il parlait quand il parlait de droit, c'est ce que dit Michel Villet. Or, et c'est ça le problème, c'est tout le fil d'Ariane, hein, c'est tout le fil rouge de l'œuvre de Michel Villet. Qu'est-ce que c'est la modernité? La modernité, c'est le divorce entre la science et la philosophie, c'est quand le savant s'est aperçu que le monde est incapable, que l'étude du monde est incapable de nous fournir des enseignements d'ordre éthique. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est la modernité? En gros, c'est la conséquence d'un appauvrissement de la vision du monde. Je vous renvoie au grand ouvrage d'Alexandre Poiré, Du monde clos à l'univers infini. Au XVIIe siècle, le savant s'aperçoit que le monde n'est plus clos, n'est plus fini, n'est plus finalisé comme il l'était du temps des anciens. C'est-à-dire qu'il n'a plus un début, une fin, et surtout, il n'a pas une finalité, un dessein, des E2SEIN, un enseignement d'ordre éthique à nous prodiguer. Non, le monde est aveugle, le monde est sans fin, il n'a ni début ni fin, causalité, puisque je vous disais tout à l'heure que la causalité est une régression ad infinitum, il est sans fin, il n'y a pas de début, la Genèse, il n'y a pas de fin, l'Apocalypse, il est infini, et il est infini dans les deux sens du terme, le monde, c'est-à-dire qu'il n'a pas de finalité non plus, il n'a pas de téléologie. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la modernité? C'est la fin de la vision eschatologique ou téléologique du monde. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la modernité? C'est le deuil que nous faisons de la question des fins. De sorte que il n'y a pas de science des fins, il n'y a pas de science du devoir-être. Puisque de l'observation de l'être, nous ne saurions inférer un devoir-être. C'est ce que dira un peu plus tard David Hume dans sa fameuse loi éponyme, la loi de Hume, l'indérivabilité logique d'une conclusion normative à partir d'une prémisse indicative. Donc, puisqu'il n'y a pas moyen de tirer des enseignements d'ordre éthique à partir de l'observation de l'être, puisque de l'être on ne saurait inférer du devoir-être, il n'est plus de science du devoir-être. Autrement dit, il n'y a plus de science du droit. De sorte que, la nature n'aimant pas le vide, ce champ laissé vacant par les scientifiques du droit, par les juristes, a été aussitôt occupé par les philosophes. Et voilà que des philosophes, Hobbes, Rousseau, Kant, Locke, se sont intéressés à un objet, à un domaine qui a été déserté par les juristes, le droit. Et alors, comme ils n'y connaissaient rien au droit, ni Rousseau, ni Locke, ni Kant n'y connaissaient, ce ne sont pas des juristes, des philosophes, ils ont construit des constructions intellectuelles, ils ont forgé des concepts, des constructions intellectuelles, des concepts a priori, c'est ce que déplore Michel Villet, souveraineté, contrat social, personnalité, morale, sujet, clé en main, de sorte que ça a conduit le juriste au XIXe siècle à être servile. Et c'est cette expression que Michel Villet emploie, que je trouve assez jolie. Les juristes au XIXe siècle sont devenus les soutiers d'un navire qu'ils n'ont pas construit. Et oui, ce n'est pas eux qui ont construit le navire, ce sont les philosophes, qui n'entendaient rien de droit, puisque ni Rousseau, ni Kant, ni Locke n'étaient juristes. Ces philosophes, qui ne sont pas des juristes, ont construit des usines à gaz intellectuelles, en quelque sorte, construction a priori, clé en main, en la mettant à la disposition des juristes, qui n'étaient que des serviteurs, et qui donc ne pensaient plus. Les juristes ne pensaient plus au XIXe siècle. C'est le fameux syndrome que j'appelle Gustave Flaubert. Et Gustave Flaubert s'ennuyait à mourir dans les facultés de droit, parce que les professeurs de droit civil, en l'occurrence, se contentaient de relire le code civil. Ils lisaient le code civil, ils ne pensaient pas. On raconte même que l'un d'entre eux se permettait de faire lire son cours par un élève. Pendant ce temps, il pouvait ouvrir son courrier. Mais les juristes au XIXe siècle, c'est l'époque de l'école de l'exégèse, ne pensaient pas, puisque tout leur était livré clé en main. Ces constructions intellectuelles, ces concepts a priori qui avaient été forgés par les philosophes, ont conduit en quelque sorte les juristes à la paresse intellectuelle. Et ils ont cessé de penser. Et c'est ce que déplore Michel Villet. Et d'où son combat, auquel il a
consacré sa vie, qui consiste à inciter les juristes à se réintéresser, à inviter les juristes à nouveau à penser le droit. Alors ils ne le feront qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'après cette tragique époque où l'on s'est aperçu que le législateur pouvait perdre la raison, pouvait sombrer dans l'infamie, la barbarie, et le fascisme, le totalitarisme. Et donc, ce législateur auquel a été confié le monopole de la juridicité n'était plus pensée sous la modernité, elle est devenue le monopole du politique, puisque la pensée, la science, s'est désintéressée du droit, hein, ça c'est la modernité, le divorce entre science et philosophie, la science s'est désintéressée du devoir-être, donc le devoir-être est devenu le monopole du politique, de sorte que le législateur est devenu souverain, hein, et le juriste n'avait plus qu'à lire et répéter ce que disait le législateur. Il ne pensait plus. Le problème, c'est que ce monopole dont jouissait le politique en matière de fabrication de normes s'est avéré comment dirais-je, nuisible, dangereux, hein, puisque on a l'histoire nous fournit des enseignements qui prouvent que le législateur peut perdre la raison, et c'est la raison pour laquelle il a fallu, après la Seconde Guerre mondiale, que la science du droit se remette à penser, et à se dire que peut-être qu'il y a un droit au-delà de la loi qui mérite une attention, et ce sera l'objet de la philosophie du droit. Donc, voilà. Oui, les philosophes non juristes peuvent s'intéresser au droit, même si, et c'est le bémol que Michel Vullier a bien voulu mettre en lumière, ça peut parfois être dangereux. Et il faut donc que les juristes eux-mêmes se réapproprient cette philosophie du droit qui était le monopole des philosophes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Absolument. Et d'où l'intérêt de cet entretien, parce que ça permet de distinguer, d'évoquer des réflexions qui sont contraires par rapport à cette notion même d'enseignement de la philosophie du droit. C'est là-dessus que je vais revenir juste un instant, hein, pour vous dire qu'on a une divergence sur ce point, mais c'est enrichissant d'entendre les arguments qui sont les vôtres. Il est évident qu'il n'est pas de mon propos de nier à un philosophe la faculté de pouvoir réfléchir sur le droit. Mais réfléchir sur le droit, c'est une chose, l'enseigner, c'en est une autre. Et je prendrai un exemple simple, ce que je fais dans mon cours, c'est la raison pour laquelle il y a quelques personnes qui le suivent qui sont là, et que ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans la philosophie du droit, c'est pour ça que je parlais d'enseignement utile de la philosophie du droit, c'est que ça permet de mieux comprendre en réalité la régulation des rapports et de mieux comprendre le fonctionnement des mécanismes normatifs contemporains. Au travers d'un certain nombre d'exemples, comme on a étudié cette année les critères de la légitimité chez Sophocle, l'élément moral de l'infraction et l'avènement de l'état de nécessité à travers l'affaire Louise Ménard, des exemples comme ça qui sont... Sommes-nous dans un état de droit? Voilà des questions précises. À ces questions, la position qui est la mienne est simple. Si on n'est pas juriste, on ne peut pas aller au bout de ces questions. C'est quasiment impossible. On ne peut pas y aller. On a invité, il n'y a pas très longtemps, une amie très brillante, une philosophe spécialiste d'Hannah Arendt. Et sur le thème d'Hannah Arendt et le droit, on n'a pas compris. On n'a pas compris du tout la prestation qu'elle nous a faite, parce que ce qui nous est paru évident, d'ailleurs on l'a fait cette année également, c'est la position d'Arendt qui était la plus intéressante, c'était sur Eichmann à Jérusalem, et cette position qui était sur l'ordre de la loi. L'ordre de la loi, ça arrivait évidemment en premier, c'était la première réflexion à faire, l'obéissance à l'ordre de la loi, l'obéissance à l'autorité légitime. Ces cas de faits justificatifs qui pouvaient être mis en valeur. Voilà un exemple type à côté duquel on passe quand on n'est pas juriste. Et donc c'est dans ce sens que je pensais l'enseignement de la philosophie du droit. Ceci dit, j'entends votre argument qui est tout à fait judicieux et fort à propos. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis persuadé qu'on peut faire de la philosophie du droit sans être juriste. D'ailleurs, dans beaucoup de manuels de philosophie du droit, il y a cette distinction bien connue, philosophie du droit des juristes, philosophie du droit des philosophes. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur les tenants
et aboutissant de cette distinction, mais il y a bien deux types de philosophie du droit, celle des juristes et celle des philosophes. Ça veut donc dire qu'on peut ne pas être juriste pour faire de la philosophie du droit. En témoigne l'œuvre de nombreux auteurs que tout le monde connaît, Rousseau, Locke, Kant. Kant a écrit une doctrine du droit, Hegel a écrit une philosophie du droit. Vous lisez le Léviathan de Hobbes, il y a beaucoup de questions de droit. Loi naturelle. Mais c'est le reproche que fait Michel Villet à ce monopole que se sont arrogés les philosophes en matière juridique, c'est-à-dire en fait, c'est la désertion par les juristes de cet objet, le droit, parce que cet objet, qui est un objet téléologique, le devoir-être, est considéré à partir du XVIIe siècle comme un objet qui n'intéresse pas la science, puisque la science, à partir du XVIIe siècle, et là je vous renvoie encore une fois à l'ouvrage d'Alexandre Coiré, ne s'intéresse qu'à l'être, ne s'intéresse qu'aux faits, puisque on prend conscience, ça s'appelle le désenchantement du monde, l'expression de Max Weber, on prend conscience, la définalisation du monde, la désubstantialisation du monde, le monde est sourd, muet, aveugle, sans fin, ni début, ni fin, ni causalité, et donc il est insusceptible de nous produire le moindre enseignement d'ordre éthique. Donc il n'y a pas de science de l'éthique, il n'y a pas de science du droit. Donc il n'y a pas de science du droit. Donc cette désertion des savants juristes va être à cette désertion des juristes qui vont donc quitter le terrain du droit, va succéder l'arrivée des philosophes qui vont combler en quelque sorte ce champ laissé vacant par les juristes en s'appropriant la chose juridique, en s'en faisant le monopole et en construisant donc des concepts, le concept de souveraineté, le concept de contrat social, a priori, c'est-à-dire avant toute expérience, ce que Kant appelle des concepts a priori. Et ce sont ces concepts-là qui vont tenir lieu de socle à partir duquel le droit sera enseigné au XIXe siècle. La loi souveraine, la loi expression de la volonté générale, ce sont des concepts livrés clé en main aux juristes, de sorte que les juristes n'auront plus à penser. Ce seront les soutiens d'un navire qui n'ont pas construit. L'image du servile juriste du XIXe siècle qui ne fait que commenter, c'est l'école de l'exégèse, le code civil. Les juristes ont cessé de penser au XIXe siècle. C'est ce qu'a déploré Flaubert. C'est pour ça qu'il a quitté les études de droit, si l'on en croit le narrateur de l'éducation sentimentale. Si vous lisez le roman L'éducation sentimentale, le narrateur dit que voilà, il vient à la faculté de droit de Paris, il assiste à 2-3 cours et il trouve que le discours de ses professeurs de droit est aussi aride que le banc sur lequel il posait son séant. Et donc, il a fini par quitter la faculté de droit et devenir écrivain. C'est la vie de Flaubert, en fait. Flaubert a fait quelques mois de droit et puis après, il s'ennuyait à mourir, il a tout. Parce que les juristes ne pensaient pas. C'était les philosophes qui détenaient le monopole de cette noble activité qui est celle de penser le droit. Et on finira par à nouveau penser au droit en étant juriste après la Seconde Guerre mondiale, quand on se sera aperçu que si le droit n'est que le monopole du législateur, si le droit n'est que le monopole du politique, et que le juriste n'est qu'un serviteur docile qui ne fait que commenter la loi, eh bien, si on lâche la bride en quelque sorte au législateur, il peut arriver des moments où le législateur perd la raison. Et c'est ce qui est arrivé au cœur du XXe siècle, qui est peut-être le siècle le plus tragique de l'histoire de l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle, en réaction, les juristes se sont mis à penser le droit. Alors, je renvoie par exemple à ce que Gustav Radbruch, qui était sous la République de Weimar, un positiviste pur et dur, qui disait non, le juriste n'a pas à émettre des jugements de valeur. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a expliqué un fameux article, le fameux article de Gustav Radbruch, sur justice supralégale et loi immorale, je crois, que si on ne pense pas le droit, on peut être complice de dérives auxquelles on a assisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, là c'est le débat entre Fuller et Herbert Hart. Est-ce que le droit nazi est du droit,
pas le temps de s'étendre là-dessus, mais en tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, les dérives irrationnelles auxquelles s'est laissé aller le législateur ont poussé les juristes à réagir et à prendre leur bâton de pèlerin et à faire de la philosophie du droit, c'est-à-dire à penser le droit. C'est tout le travail de Villet, qui enfin, n'avait que 6 étudiants en face de lui, pas plus, qui a pris son bâton de pèlerin et qui a milité pour la diffusion de cet enseignement de la philosophie du droit. Et on lui doit ça. Aujourd'hui, s'il y a de la philosophie du droit en France, c'est un peu grâce à ça. Cher Alexandre, vous êtes un passionné de Schopenhauer. Vous avez notamment rédigé un essai « Le pessimisme est un humanisme », Schopenhauer et la raison juridique en 2017. Vous nous aviez indiqué, à l'occasion de notre conférence sur la question de la normativité chez Rousseau, en présence de Johanna Laine-Cornuez, que vous aviez pour habitude de vous recueillir sur sa tombe. Sur sa tombe? Oui. Tout à fait, oui. Ah, je vous ai dit ça. Oui. Nous avons une bonne mémoire. Alors, Schopenhauer n'est pas un auteur que l'on étudie régulièrement dans les universités de droit françaises. Vous m'aviez toutefois indiqué que Schopenhauer avait connu une postérité assez inattendue et remarquable dans le domaine artistique notamment. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, Alexandre, à étudier Schopenhauer, et pourquoi continue-t-il de vous fasciner? Bien, merci, cher Johan. Alors, effectivement, je me souviens un peu à vous avoir confessé cette habitude que j'ai de temps en temps d'aller me recueillir sur la tombe de Schopenhauer. Elle se situe à Francfort, le cimetière de Francfort, puisque Schopenhauer a vécu à Francfort de 1830 jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire 1860. Il s'est retiré de Berlin, qui à l'époque était infesté par le choléra, auquel d'ailleurs a succombé Hegel, et pour donc regagner cette ville beaucoup plus saine, on respire mieux, au bord du Main, et c'est là-bas que donc il a vécu en célibataire endurci jusqu'à la fin de ses jours, et il sera enterré donc au cimetière de Francfort, une dalle très simple, marquée Schopenhauer en lettres gothiques, c'est tout. Alors, comment suis-je venu à Schopenhauer? Alors, en fait, c'est bien ça, c'est en passant par Nietzsche. J'avais lu Nietzsche, plusieurs ouvrages de Nietzsche en particulier, l'un des plus fascinants, peut-être, c'est son premier ouvrage, c'est celui par lequel il est passé du statut de philologue à celui de philosophe, La naissance de la tragédie. La naissance de la tragédie, c'est un texte dans lequel Nietzsche explique comment a évolué le théâtre grec, en partant des racines pessimistes du théâtre grec tragique, évoluant vers un théâtre plus rationnel, plus rationaliste. Et il déplore en fait cette évolution rationaliste, Nietzsche, en vantant les mérites des racines du théâtre grec. Bon. En gros, l'évolution s'est faite à partir d'Euripide. Et dans cet ouvrage, La naissance de la tragédie, Nietzsche oppose deux grandes figures de la mythologie grecque, c'est Apollon et Dionysos. Apollon, c'est le dieu de la beauté, c'est le dieu de l'harmonie, c'est le dieu de la musique, des arts, du théâtre, de la clarté. Alors que Dionysos, c'est le dieu de l'ivresse, c'est Bacchus chez les Romains, c'est le dieu de l'hubris, c'est le dieu de la déraison, c'est le dieu. Et Apollon et Dionysos, ce sont les deux figures qui l'opposent. Et bien en fait, cette distinction, elle correspond à celle que Schopenhauer faisait avant lui, avant Nietzsche, entre la volonté d'un côté et la représentation de l'autre. La volonté, c'est Dionysos, c'est le monde irrationnel, c'est le monde souterrain, c'est le monde des profondeurs, qui est le vrai monde en fait, je vais y revenir. Et le monde comme représentation, c'est le monde de la clarté, c'est le monde de l'harmonie, c'est le monde apparent, mais c'est le monde illusoire, c'est la superficie du monde, apparent, clair, c'est la conscience. Mais en fait, la conscience est une illusion, je vais y revenir, c'est ce que dira Freud plus tard. Et Freud a une dette immense à l'égard d'Arthur Schopenhauer.
Donc la distinction que Schopenhauer fait dans son autre livre, Le monde comme volonté et comme représentation, Nietzsche se la réapproprie en écrivant La naissance de la tragédie lorsqu'il oppose la figure d'Apollon, qui est la représentation, la clarté, l'harmonie, la conscience, la lumière, mais qui est en fait le monde illusoire, et Dionysos, qui est le dieu des profondeurs, de la déraison, de l'hubris, mais qui est en fait le vrai monde. Et la tragédie grecque, c'est un théâtre qui montre que la conscience, la clarté, elle est surdéterminée par l'irrationalité, par les profondeurs, par l'hubris, par Dionysos. Et dans cet ouvrage qui m'a marqué, Nietzsche ne cesse de citer Schopenhauer. Lorsqu'il fait la distinction entre Apollon et Dionysos, en fait, il renvoie à la distinction schopenhauerienne, son maître, entre volonté et représentation. Volonté, Dionysos, représentation, Apollon. Bon. Donc, c'est la lecture de la naissance de la tragédie qui m'a tout de suite conduit vers celle du monde comme volonté et comme représentation. Et d'ailleurs, alors, loin de moi l'idée de me comparer au grand Nietzsche, mais c'est en rentrant dans une bibliothèque de ma ville, Montpellier, que je découvre l'ouvrage de Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation. Et c'est exactement la même expérience de vie qu'a eu Nietzsche à Leipzig. À Leipzig, alors qu'il avait à peine 21-25 ans, Nietzsche découvre Le monde comme volonté et comme représentation dans une librairie. Il le dévore en une nuit, et là, c'est une révélation. Il considère que Schopenhauer est son maître. Alors il finira ensuite par le contredire plus tard. Mais il faut bien avoir présent à l'esprit que Nietzsche est un disciple de Schopenhauer. Et donc, il était rentré dans une librairie à Leipzig. Moi, je me souviens être rentré effectivement dans une librairie à Montpellier et j'avais découvert, alors après avoir lu La naissance de la tragédie, Le monde comme volonté et comme représentation. Un titre étrange. Le monde comme volonté et comme représentation. Livre de Schopenhauer, publié en 1819 à Dresde. Ce qui m'avait intrigué, c'est le mot volonté. Le monde comme volonté et comme représentation. Tiens donc, le monde aurait une volonté. Donc je me suis dit, alors là, c'est assez intriguant. Le monde a une volonté, ça veut dire que Schopenhauer a une toute autre conception de la volonté que celle que l'Occident s'est forgée depuis Descartes. À savoir autodétermination, conscience, libre détermination, libre arbitre, puisque c'est un petit peu le fil conducteur de notre après-midi. Le monde ne peut pas avoir un libre arbitre. Le monde ne peut pas avoir une capacité d'autodétermination, comme l'a l'individu singulier. Donc ça veut dire, quand Schopenhauer dit le monde comme volonté et comme représentation, ça veut dire qu'il assigne au mot volonté une toute autre acception, un tout autre sens que celui que nous assignons en Occident depuis très longtemps, depuis Descartes, peut-être même avant. C'est pour ça que j'ai été incité, boosté par la lecture de La naissance de la tragédie, à me plonger dans la lecture du monde comme volonté de représentation. Et d'ailleurs, Schopenhauer avait écrit un autre ouvrage, un petit ouvrage, alors c'est l'homme d'un livre, le monde comme volonté, comme représentation, et ensuite tout gravite autour. Alors, ensuite il se répète un petit peu. Mais, il avait écrit un petit texte qui s'appelle La volonté dans la nature. C'est dans les années 30, 1830, 1840. La volonté dans la nature. Donc ça veut dire qu'il assigne à la nature une volonté. Étrange. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il serait un juste naturaliste? En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Loin de lui, l'idée, d'ailleurs, si je vais y revenir, à me placer plutôt du côté des juristes positivistes, si tant est qu'il fallait coller une étiquette en termes de philosophie du droit à Arthur Schopenhauer. Mais la volonté dans la nature, ça veut dire qu'il y aurait une volonté dans la nature. Alors, ça n'a rien à voir avec l'idée que la nature produit des normes juridiques. Ça n'a rien à voir avec la notion de droit naturel. Non. S'il y a une volonté dans la nature,
c'est que Schopenhauer assigne au mot volonté une toute autre signification que celle que nous lui assignons ordinairement. La volonté, au sens de Schopenhauer, c'est tout le contraire du libre arbitre. La volonté, c'est une force aveugle qui nous pousse à désirer, à vouloir, en fait. En fait, il faut traduire ça par vouloir vivre. Willen, en allemand, W-I-2-L, vouloir vivre. C'est ce que Bergson appellera plus tard l'élan vital. Voilà, c'est une force aveugle. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. C'est par cette petite porte que je suis rentré pour découvrir l'œuvre de Schopenhauer. Quel est le sens que Schopenhauer assigne au mot volonté? Ça n'est pas du tout celui que nous retenons en Occident, c'est-à-dire volition, autodétermination, libre arbitre. C'est tout le contraire. Et là, nous allons revenir là-dessus dans quelques instants, si vous voulez. Alors, pourquoi continue-t-il de me fasciner? Alors, justement, parce qu'il nous livre un enseignement intéressant que j'estime prodigieux sur ce qu'il faut entendre par volonté. En fait, la volonté au sens de Schopenhauer, c'est l'effacement de la volonté au sens que nous lui assignons depuis Descartes. C'est-à-dire volonté au sens de libre arbitre. Et ce que veut dire au contraire Schopenhauer, c'est que la volonté, elle est surdéterminée par les fonctions affectives. Autrement dit, ce qui m'intéresse chez Schopenhauer, c'est pas tant son pessimisme. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est le précurseur de ce que Paul Ricoeur appellera la philosophie du soupçon. Et là, je vous renvoie à un autre ouvrage qui m'a aussi beaucoup marqué dans mon exploration de la pensée d'Arthur Schopenhauer. C'est celui de Clément Rosset, le regretté Clément Rosset, philosophe français qui est décédé il y a quelques années, dans les années 2018-2019, je crois. Très longtemps. Clément Rosset avait écrit un petit texte en 1967 qui s'intitule Schopenhauer, philosophe de l'absurde. Et il explique bien que ce qui l'intéresse chez lui, chez Schopenhauer, c'est pas tellement son pessimisme. C'est un peu l'image d'Épinal que l'on retient d'Arthur Schopenhauer, mais Schopenhauer n'est pas le seul pessimiste. D'ailleurs, il est même plus pessimiste que lui. Nietzsche est peut-être plus pessimiste que Schopenhauer. Le pessimiste par excellence, c'est Cioran, le philosophe roumain. Non. Ce qui est intéressant chez Schopenhauer, c'est que c'est le premier philosophe occidental à avoir affirmé la surdétermination des fonctions cognitives, intellectuelles, par les fonctions affectives. Autrement dit, c'est le premier à avoir affirmé le primat des fonctions affectives, les émotions, les affects, sur les fonctions cognitives, l'intellect, la connaissance. Parce que justement, l'intellect, la connaissance, c'est ce qu'il appelle le monde comme représentation, qui est un monde superficiel, qui est le monde de la représentation, je vais y revenir, c'est-à-dire le monde tel qu'on le perçoit dans le temps, dans l'espace et de façon causale. La volonté, les affects au contraire, relèvent de ce qu'il appelle le monde comme volonté, et qui est le vrai monde, qui est le monde souterrain, qui est le monde dionysiaque. Le monde comme représentation, le monde de la conscience, le monde de la connaissance, c'est le monde apollonien, c'est le monde incarné par le dieu Apollon, la clarté. On croit, nous les Occidentaux, qu'en fait c'est le monde vrai, en réalité c'est le monde illusoire. Parce qu'il est surdéterminé, il est affecté par ce monde souterrain, qui est le monde comme volonté. Volonté qui n'a rien à voir avec libre arbitre. Volonté qui correspond à ce que Bergson appellera l'élan vital, cette force aveugle qui fait que nous voulons nous reproduire, qui fait que nous voulons gagner de l'argent, qui fait que nous voulons de la reconnaissance, qui fait que nous voulons, et qui nous maintient dans un état de manque, et qui donc nous fait souffrir, puisque qui dit manque dit souffrance. Cette volonté en fait qui veut sans savoir, mais qui ne sait pas ce qu'elle veut, parce qu'elle est aveugle. La conscience, elle ne veut rien, elle n'est que le miroir du monde, elle n'est que la représentation, et elle est donc
surdéterminé par le vouloir. Alors, si vous me le permettez, pour bien comprendre cette distinction entre d'un côté le monde comme volonté, qui est le monde des affects, des émotions, et qui est le monde vrai, qui est le monde des profondeurs, ce que Freud appellera l'inconscient, et qui est le vrai monde, et le monde comme représentation, qui est le monde de la surface, qui est le monde superficiel, qui est le monde illusoire, qui est le monde tel qu'on le perçoit dans le temps, dans l'espace. Pour bien comprendre cette distinction, qui fait de Schopenhauer le précurseur, j'y reviendrai, de la philosophie généalogique ou de la philosophie dite du soupçon. Pour bien comprendre cette distinction, il faut revenir justement aux prémices idéalistes d'Arthur Schopenhauer. Car il faut bien avoir à l'esprit que Schopenhauer est un philosophe idéaliste. Ça veut dire quoi, philosophe idéaliste? Schopenhauer avait deux maîtres, Platon et Kant. On pourrait en rajouter un troisième, c'est Bouddha. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il est fortement inspiré par la pensée indienne. Platon et Kant, comme on le sait, ce sont les maîtres de la philosophie idéaliste. Qu'est-ce que c'est la philosophie idéaliste? La philosophie idéaliste, c'est tout le contraire du réalisme, c'est tout le contraire de la phrase de saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin était un réaliste. Et qu'est-ce que c'est le réalisme selon saint Thomas d'Aquin? Veritas est adequatio intellectus et rei. Le réalisme aristotélicien et thomiste, le réalisme aristotélico-thomiste, c'est l'idée selon laquelle la vérité est l'adéquation de nos représentations et de la réalité. Veritas est adequatio intellectus et rei. Autrement dit, pour les réalistes, ce que l'on perçoit, c'est le réel. Il y a une adéquation entre ce que l'on perçoit et ce qui est. Entre le monde tel qu'on le perçoit et le monde tel qu'il est. Autrement dit, l'intellect, pour un réaliste, la conscience, la pensée, la connaissance, c'est la copie conforme. La copie conforme du réel. Il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas de décalage entre la réalité et l'idée qu'on s'en fait. L'idéaliste, le philosophe idéaliste, c'est celui qui pense le contraire de ça. C'est celui qui pense que le monde tel qu'on le perçoit n'est pas le monde tel qu'il est. C'est celui qui pense qu'il y a une différence, un abîme, un divorce entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'on le perçoit. Alors le premier à avoir dit ça, c'est Platon. Tout le monde connaît l'allégorie de la caverne de Platon. Nous percevons des ombres au bout de la paroi. Nous sommes enchaînés dans une caverne et nous croyons que ces ombres sont le réel. En réalité, ces ombres ne sont pas le réel, ces ombres sont une projection du réel. Le réel, pour avoir accès au réel, il faut sortir de la caverne, et au risque d'être ébloui par le soleil, donc il faut faire attention, et il faut donc faire de la philosophie. C'est ce à quoi nous invite Platon, c'est le sage. Ça n'est pas à la portée de tout le monde, ça n'est à la portée que du sage. Mais l'homme ordinaire, lui, enchaîné dans la caverne, il croit que les ombres qu'il voit se mouvoir le long de la paroi sont le réel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'anagramme de allégorie de la caverne de Platon. Est-ce que vous connaissez cet anagramme? Eh bien, l'anagramme de allégorie de la caverne de Platon, c'est réel vacant le long de la paroi. Le réel vacant le long de la paroi. Si vous mélangez les lettres, ça fait allégorie de la caverne de Platon. Donc l'idéaliste, c'est celui qui pense que ce que l'on perçoit n'est pas ce qui est. Cette idée-là, et en fait, c'est l'idéaliste du rationalisme. Donc il ne faut pas se fier à nos sens. Il faut donc utiliser la raison pour avoir accès à la vérité. Cette idée-là, elle sera reprise, elle sera relayée par Kant, qui opposera non pas le monde des idées et le monde des choses sensibles, l'idée qui est le monde vrai, et le monde des ombres, qui est le monde superficiel, qui est le monde illusoire. Kant opposera le phénomène et le noumène. Et il distinguera, voilà, il y a le phénomène, c'est le monde tel qu'on le perçoit, dans le temps, dans l'espace, de façon causalement déterminée. Ça, ce monde-là, on peut y avoir accès, mais ce n'est pas le vrai monde, c'est le monde tel qu'on le perçoit. Le monde en soi, ce qu'il appelle la chose en soi, c'est ce qu'il appelle le noumène. Et
cette chose en soi, elle est inaccessible à l'entendement. C'est ça l'idéalisme. Hein. Et vous aurez un idéalisme caricatural, dogmatique, absolu, en la personne de George Berkeley, avant Kant, hein, au XVIIe siècle. George Berkeley, c'est cet évêque irlandais qui, dans son traité de la connaissance, nous explique que le monde n'existe pas en dehors de nos esprits. Il n'y a pas de monde en soi, il n'y a que du monde pour soi. Hein. C'est la fameuse phrase de Berkeley. Être, c'est être perçu. Autrement dit, il n'y a que des idées. Ça c'est l'idéalisme absolu, c'est l'immatérialisme. C'est ce qu'on appelle l'immatérialisme. Ça confine au solipsisme, ça confine à l'absurde. Mais c'est logiquement cohérent. D'ailleurs, l'écrivain contemporain Éric Emmanuel Schmitt avait écrit un petit roman délicieux qui s'appelait, dans les années 90, La secte des égoïstes. C'est l'histoire d'un conférencier qui raconte à son auditoire qu'il n'existe pas. C'est comme si je disais, là, maintenant, vous n'existez pas. Vous n'êtes que dans mon esprit. Le monde n'existe pas en dehors de l'esprit. Vous n'existez pas. Et vous, chers collègues, vous levez la main, vous dites, non, pas du tout, objection, votre honneur, nous existons bien. La preuve, c'est que je lève le doigt. Et je vais vous répondre, mais rien ne prouve que je ne rêve pas. Je suis en train de rêver que vous m'objectez que le monde existe. Et personne ne pourra prouver que j'ai tort. Puisque pour prouver que j'ai tort, il faudrait que je sorte de moi-même pour que je puisse comparer l'éventuelle adéquation entre le monde tel qu'il est et le monde tel que je le perçois. C'est pas possible. Je ne peux pas sortir de moi-même. Donc, l'idéalisme, fût-il absolu, est logiquement cohérent. Le problème, c'est qu'il n'est pas viable, puisqu'il confine au solipsisme. D'un point de vue pratique, ça conduira à l'anarchisme. Et la grande figure de l'anarchisme individualiste, c'est Max Stirner, l'unique et sa propriété. D'ailleurs, Max Stirner dit, le contrat social, tu n'y comptes pas, tu prends, mais tu ne rends rien à la société. Ça, c'est la conséquence pratique, politique, de l'immatérialisme de Berkeley. Donc ça confine à l'absurde. Bon. Et à une impasse politique qui s'appelle l'anarchisme individualiste. Non, l'idéalisme de Kant, c'est un idéalisme modéré, qui n'est pas aussi dogmatique et aussi caricatural que celui de Berkeley. C'est-à-dire que c'est un idéalisme qui consiste à dire la chose en soi n'est pas accessible à l'entendement, on ne peut pas y avoir accès, mais elle existe quand même. Voilà. Il ne va pas jusqu'à dire que la chose en soi n'existe pas, que le monde n'est que esprit. D'ailleurs, c'est en disant cela que Berkeley prouvait l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'il fondait la preuve de l'existence de Dieu sur la thèse sur laquelle le monde n'est qu'idée. C'était la seule clé qu'il utilisait pour... Il était évêque, donc il avait intérêt à défendre la thèse de l'existence de Dieu, mais il passait par le détour de cet idéalisme absolu. Non, celui de Kant, c'est un idéalisme moderne, c'est-à-dire voilà, l'idéalisme qui consiste à opposer le noumène du phénomène et de dire que le noumène, certes, est inaccessible à l'entendement, mais il existe quand même. Bon. Eh bien, notre ami Arthur Schopenhauer, il va reprendre à son compte cette dualité typiquement idéaliste, celle de Platon, l'opposition entre les idées et les choses sensibles, celle de Kant, l'opposition entre le noumène et le phénomène, en opposant, lui, la volonté et la représentation. Autrement dit, ce que Kant appelle la chose en soi, c'est ce que Schopenhauer appelle la volonté. Et ce que Kant appelle le phénomène, c'est ce que Schopenhauer appelle la représentation. C'est-à-dire le monde tel qu'on se le représente. C'est-à-dire, en fait, c'est le miroir du monde. Le monde tel qu'on se le représente n'est pas le monde vrai. C'est le monde tel qu'on le perçoit dans le temps, dans l'espace, et d'un point de vue causalement déterminé. Là, je cite 3 catégories a priori de l'entendement, ce que Kant appelle les catégories a priori de l'entendement. Il y en a 12, je ne vais pas toutes les recenser, il y a l'étendue, mais les 3 plus connus, c'est temps, espace, causalité. Sachant que ni le temps ni l'espace ne sont des réalités, ce sont des idéalités, c'est-à-dire ce sont des outils heuristiques, des outils intellectuels immanents au sujet connaissant, c'est-à-dire des outils heuristiques dont le sujet se sert pour se représenter le monde. Donc ce ne sont pas des réalités. Ça fait partie de ces 12 catégories a priori de l'entendement. La causalité en est une autre. La causalité n'est pas une réalité. La causalité est une idéalité. Ça, c'est pas Schopenhauer qui le dit, c'est David Hume. David Hume qui dit que la causalité n'est pas dans le monde. La causalité n'existe que dans l'esprit du savant qui s'en sert pour se représenter le monde et pour prêter au monde une rationalité qu'il n'a pas.
La loi causale est une loi, c'est-à-dire Newton, quand il dit « si je lâche un corps, il va tomber », croyez-moi, c'est une loi, c'est la loi de Newton. D'ailleurs, on affuble cette loi du nom de celui qui l'a produite, comme on affuble une loi politique du nom du député qui l'a produite. La loi Newton, c'est comme la loi Macron qui a commercialisé, qui a ouvert les commerces le dimanche, ou libéralisé les autocars. Bon, eh bien, il y a la loi Newton. Donc, toute loi, même scientifique, même causale, est l'expression d'une volonté. L'aspirine soulage le mal peut-être, croyez-moi. Donc, ça veut dire que les lois causales, la causalité n'est pas dans le monde, elle n'est que dans l'esprit du savant qui s'en sert pour donner au monde une rationalité qu'il n'a pas, sachant que le monde est chaos. Le monde est chaos, Dionysos. Le monde est volonté, le monde n'a pas de raison, le monde est grundlos. Voyez-vous, le monde en soi n'a pas de raison. Le monde en soi est chaos. Le monde en soi est ce que Nietzsche est associé à la figure du dieu Bacchus, du dieu Dionysos. Il est chaos. Et l'ordre, au contraire, ce que les Grecs appelaient le cosmos, la rationalité, ça n'est qu'une représentation. Donc il n'y a pas de cosmos. Le cosmos, c'est une représentation. C'est Apollon. C'est le monde superficiel, c'est le monde illusoire, c'est le monde de la représentation, c'est le miroir du monde. Il n'y a pas de cosmos. Et Kant le dira même avant Schopenhauer, il appellera ça le règne des fins. Si fin il y a, F-I-N, ce ne peut être que des fins artificielles. Ce qu'il appelle le règne des fins. Mais il n'y a pas de fin dans le monde, puisque le monde en soi n'a pas de fin. Il est chaos. C'est Dionysos. C'est la volonté aveugle, qui veut sans savoir ce qu'elle veut et sans savoir pourquoi elle le veut. La causalité, c'est l'outil heuristique dont le sujet connaissant se sert pour prêter au chaos une rationalité qu'il n'a pas. Donc, la causalité, comme le temps, comme l'espace, ce sont des idéalités. Bon. De sorte que, fort de cette distinction entre le monde comme volonté, qui est le vrai monde, mais qui est un monde sans ordre, qui est un monde chaotique, et qui est le vrai monde, correspond à ce que Kant appelait le noumen, ou à ce que Platon appelait l'idée, et le monde comme représentation, qui est le monde tel qu'on le perçoit, mais qui n'est pas le vrai monde, qui est le miroir du monde. En fait, c'est le même monde, hein, mais vu de deux manières. Le monde comme volonté et le monde comme représentation. Ce monde comme représentation, eh bien, il est forcément inféodé au monde comme volonté. Et c'est là que résident les germes de ce qu'on appellera plus tard la philosophie généalogique, la philosophie du soupçon, c'est-à-dire l'idée sur laquelle tout ce qui est manifeste, tout ce qui est clair, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est explicite n'est pas vrai. Ça n'est qu'une représentation. Le vrai, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est non dit, le lapsus dira Freud, l'acte manqué dira Freud, l'inconscient dira Freud, le sang. La volonté, dit Schopenhauer. Le monde vrai, c'est tout ce qui est caché. Et donc, le monde explicite, le monde clair, qui est illusoire, est surdéterminé par le monde non explicite, le monde caché, le monde souterrain, nos affects, nos émotions. Donc en fait, Schopenhauer est le premier philosophe irrationaliste. Il ouvre l'ère du soupçon, il ouvre l'ère de ce que Nietzsche appellera la généalogie, c'est-à-dire la généalogie. Il appartient aux généalogistes de comprendre l'origine de ce qui est explicite. Alors, pas en termes de temps, en termes comment dirais-je, d'inconscient. Il appartient aux généalogistes d'essayer de voir ce qui se cache derrière ce qui est explicite. Voilà, c'est ça ce qui m'a intéressé chez Schopenhauer. Alexandre, vous rappelez dans votre essai que selon Schopenhauer, l'homme est otage de ce qu'il nomme la volonté. Donc on a bien compris la volonté en rupture avec la philosophie cartésienne occidentale. Or, la question du libre arbitre est ancienne.
Je pense notamment à la thèse de Saint-Augustin qui avait donné lieu à de nombreuses querelles, notamment entre les jésuites et les jansénistes. Il est d'usage de rapprocher la pensée d'autres philosophies critiques de sujets développées par Spinoza, Nietzsche ou même Freud, comme vous l'avez rappelé, qui avait pu voir en Schopenhauer l'un des fondateurs de la psychanalyse, puisque la volonté est le masque, si j'ose dire, d'une réalité enfouie et donc inconsciente. De votre point de vue, Arthur Schopenhauer a-t-il remis en cause, en tout ou partie, la notion de libre arbitre, et quels sont les éléments de droit que l'on peut relever chez Schopenhauer à partir de sa conception du libre arbitre? Merci. Oui, alors, effectivement, Schopenhauer n'est pas le seul auteur à avoir réfléchi sur le libre arbitre, sur le caractère illusoire du libre arbitre, puisque l'une de ses thèses principales, c'est ça, c'est l'idée qu'il n'y a pas de libre arbitre, la volonté au sens que lui assigne Schopenhauer n'est pas l'autodétermination, la volition consciente. La volonté, c'est cette espèce de force aveugle qui fait que nous voulons, qui fait que nous désirons, qui fait que nous convoitons. Il n'est pas le seul, ne serait-ce qu'en théologie, vous l'avez cité, Saint-Augustin, l'idée que c'est la grâce qui nous sauve, hein, c'est pas on n'achète pas son salut en payant des indulgences, c'est ce qui a déclenché d'ailleurs la réforme et la révolte protestante. On n'achète pas son salut en essayant de le mériter, en se confessant, en achetant des indulgences. Non, le salut, on l'a ou on ne l'a pas. On est touché ou pas par la grâce. Autrement dit, il y a une prédestination. C'est toute la thèse luthérienne et calviniste. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Et ça remonte à Saint-Augustin. On sait que Calvin et Luther se sont beaucoup inspirés de Saint-Augustin. Donc, il n'y a pas que des philosophes, il y a des théologiens qui sont intéressés à cette idée. Et parmi les philosophes, Schopenhauer n'est pas le premier à avoir nié également, avoir déconstruit la façon du libre arbitre. Spinoza avant lui, Condorcet avant lui. Condorcet était un matérialiste qui ne croyait pas au libre arbitre. Donc, non, Schopenhauer n'est pas, de ce point de vue-là, un précurseur. En revanche, là où il est précurseur, c'est, comme je vous le disais, dans cette thèse, donc, qu'il tient de son héritage de philosophe idéaliste, c'est-à-dire philosophe attaché à la distinction entre le monde tel qu'on le perçoit et le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'on le perçoit n'est pas le vrai monde, ce n'est pas le monde tel qu'il est, c'est-à-dire la distinction entre le domaine et le phénomène, l'idée et la chose sensible, ce qu'il appelle lui la volonté et la représentation. Et ce dont il est le précurseur, c'est que la représentation, le monde comme représentation, c'est-à-dire en fait l'intellect, ce qu'il appelle l'intellect, la conscience, est surdéterminé par l'inconscient, par ce que Freud appellera l'inconscient, par le monde comme volonté. Ça, ni Kant ni Platon ne le disaient, ça. Kant ne disait pas que le phénomène est déterminé par le domaine. C'est Schopenhauer, le premier, parmi les philosophes idéalistes, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la thèse selon laquelle la vérité est l'adéquation entre la chose et l'intellect, c'est-à-dire ceux qui tiennent à la thèse selon laquelle l'intellect n'est pas la chose, l'intellect n'est pas le reflet de la chose. Eh bien, parmi ces philosophes-là, Schopenhauer est le premier à avoir affirmé la subordination de l'intellect à la chose en soi, c'est-à-dire aux affects. C'est le premier. Et c'est pour cela que, lorsque Ricoeur parle des fameux maîtres du soupçon, c'est-à-dire Freud, Nietzsche et Marx, c'est les trois maîtres du soupçon. C'est un texte de 1967 de Paul Ricoeur, qui s'appelle Démystification, je crois, dans lequel Ricoeur a cette expression, les maîtres du soupçon. C'est-à-dire, en fait, la philosophie du soupçon, c'est-à-dire la philosophie selon laquelle nous devons mettre en doute l'idée selon laquelle notre volonté est consciente, rationnelle. En réalité, nous sommes déterminés par des causes que nous ne maîtrisons pas. L'argent,
chez les marxistes, les rapports de force, les rapports de domination et de production chez les marxistes, les désirs et le sexe chez Freud, la structure langagière chez Foucault, les valeurs chez Nietzsche, voilà, les maîtres du soupçon, hein, l'idée que la conscience n'est pas maître d'elle-même, hein, la conscience est surdéterminée par des choses, des éléments objectifs qu'elle ne maîtrise pas. Eh bien, dans le panthéon des philosophes du soupçon, dans le panthéon des philosophes généalogistes, il faut ajouter un nom que Ricoeur a omis de citer, c'est Schopenhauer. Et celui qui cite ce nom, c'est le fameux Clément Rosser, dont j'avais lu le texte de 1967, qui m'avait marqué, Schopenhauer, philosophe de l'absurde. Il dit, au panthéon des philosophes généalogistes, des philosophes du soupçon, des maîtres du soupçon que cite Ricoeur, il faut ajouter quelqu'un qui l'a passé sous silence, c'est Schopenhauer. Donc c'est Arthur Schopenhauer qui est le véritable précurseur de cette thèse, de la surdétermination de la conscience par l'inconscient, par les affects, par le monde comme volonté. Et j'en veux pour preuve un extrait du monde comme volonté et comme représentation d'Arthur Schopenhauer, 1819, si vous me permettez de le citer, cet extrait. Voilà ce que dit Schopenhauer en 1819, donc bien avant Nietzsche, bien avant Freud, bien avant Marx, bien avant Foucault. Je le cite, et c'est très clair. Alors il y a un côté un peu présomptueux chez lui, mais il faut dire aussi que l'homme, alors la pensée est fulgurante, mais l'homme était assez... c'était pas un homme facile à vivre, hein, Schopenhauer, un petit peu misanthrope, et un peu imbu de lui-même. Il détestait Hegel, devant qui il avait soutenu son habilitation. Il était jaloux de Hegel, il était jaloux de la gloire de Hegel. D'ailleurs, l'anecdote raconte qu'il avait essayé de fixer ses heures de cours aux mêmes heures que Hegel pour essayer de lui ravir l'audience, mais sans succès. Hegel faisait ça, ça le comble, c'était le grand maître, c'était le grand nom de l'époque, le philosophe idéaliste, hein, le philosophe de la fin de l'histoire, le philosophe de l'État prussien, quand Schopenhauer était un illustre inconnu. Donc ça lui a provoqué, ça lui a passion triste, si vous voulez, à laquelle il a fini par succomber, et donc il a quitté l'université pour ensuite vivre seul à Francfort. Il faut dire qu'il avait les moyens, Schopenhauer, puisqu'il était le fils d'un commerçant, donc il vivait de ses rentes. Et d'ailleurs, il disait de Hegel, il maniait aussi un peu l'art de l'insulte, hein, Schopenhauer. C'est pour ça que en tant que personnage, il n'était pas très appréciable. Il avait cette phrase sur Hegel. Hegel, ce philosophatre à la trogne de marchand de bière, qui fait de la philosophie de 9h à midi et de 2h à 5h et jamais le week-end pour nourrir femmes et enfants. Autrement dit, moi, Schopenhauer, je fais de la philosophie quand je veux, comme je veux, parce que j'ai les moyens. C'est un sport de lutte, c'est un sport de riche, la philosophie, hein, vous voulez dire. Et donc, bénéficiant des rentes de son père qui s'était suicidé, et qui avait été un commerçant, d'ailleurs il avait été initié à des voyages par son père, et il avait fait connaître un petit peu toute l'Europe. Schopenhauer a donc vécu sur cette rente, et ça lui a permis donc de quitter l'université et de vivre seul à Francfort. Et donc, il avait vraiment, mais il avait beaucoup de ressentiments vis-à-vis de Hegel. Donc c'est un personnage qui était un peu imbu de lui-même, il avait une posture un peu aristocratique, élitaire, élitiste, que reprendra d'ailleurs un peu à son compte Nietzsche aussi. Donc, personnage qui n'est pas très sympathique, il faut le comprendre. Mais, vision du monde très fulgurante. Et alors il dit ceci, 1819, donc dans le monde comme volonté et comme représentation, tous les philosophes antérieurs à moi, du premier jusqu'au dernier, placent l'être véritable de l'homme dans la connaissance consciente. Voyez-vous, même depuis Platon, et surtout depuis Descartes. L'homme, donc, place l'homme dans la connaissance consciente. Le moi, ou chez quelques-uns l'hypostase transcendante de ce moi appelé âme, est représenté avant tout et essentiellement comme connaissant, ou même comme pensant. Ce n'est que d'une manière secondaire et dérivée qu'il est conçu, le moi, ou l'âme chez les théologiens, est représenté comme un être voulant. L'homme est représenté comme un être voulant, mais ça, en tant qu'être voulant, c'est secondaire. À titre principal, l'homme est considéré comme un être pensant. Cette vieille erreur fondamentale que tous ont partagée
doit être banni avant tout du domaine philosophique. Et c'est pourquoi je m'efforce d'établir nettement la nature véritable de la chose. Dans notre propre conscience, la volonté se présente toujours comme l'élément primaire et fondamental. Sa prédominance sur l'intellect est incontestable. Celui-ci est absolument secondaire, subordonné, conditionné. Plus loin, il ajoute, la volonté comme chose en soi, voyez-vous, la volonté c'est le monde comme, en tant que chose en soi. La volonté comme chose en soi, c'est-à-dire le vrai monde. La volonté comme chose en soi constitue l'essence intime, vraie et indestructible de l'homme, mais en elle-même, elle est sans conscience, car la conscience est déterminée par l'intellect, qui n'est qu'un simple accident de notre essence. Fin de citation. Donc voilà, la chose est dite, une bonne fois pour toutes. Quand on lit ça, on a l'impression de lire Freud. Alors que jusqu'à présent, depuis Platon jusqu'à Descartes, on pensait que l'homme était un être pensant. L'homme, c'est ce roseau pensant, comme disait Blaise Pascal, avant tout. Et tout ce qui est au-dessous de la ceinture, tout ce qui est de l'ordre des affects, des émotions, c'est secondaire. Et bien voilà que Schopenhauer retourne ça. Ce qui est primaire, ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, ce qui est structurant chez l'homme, c'est ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il veut en tant que, d'un point de vue conscient. C'est ce qui le porte à vouloir. C'est cette volonté, cette force aveugle, cet élan vital qui fait qu'il est toujours en manque. Autrement dit, la chose essentielle, la chose intime, ce sont ses émotions, ses affects, c'est le monde comme volonté. L'intellect, ça n'est que secondaire. Il dira même que le cerveau est parasite, c'est un parasite. L'intellect, c'est secondaire. Raison pour laquelle, et on va y revenir, c'est tout le sens de mon livre sur Schopenhauer et le droit, raison pour laquelle il est persuadé que le juge, lorsqu'il statue, on croit qu'il veut, on croit qu'il est libre, on croit qu'il est puissant, en réalité, il mobilise l'intellect pour justifier a posteriori une décision qu'il a prise sous le coup de l'émotion. Je vais y revenir. Autrement dit, chez Schopenhauer, l'intellect n'est qu'un instrument dont on se sert pour justifier a posteriori une décision qui a été prise sous le coup de l'émotion. Donc l'émotion prime sur l'intellect dans la pensée de Schopenhauer, parce que l'émotion, c'est ce qui renvoie au monde comme volonté, le monde vrai, et l'intellect, c'est ce qui renvoie au monde comme représentation, le monde illusoire, le monde superficiel. Donc, nous voici au terme de cet entretien, et je vais poser donc la dernière question à laquelle vous avez quand même répondu au travers vos différentes interventions et de façon très claire, et on vous en remercie. Mais je la poserai à travers, en fait, un texte de Schopenhauer. J'en reviens à mon histoire de philosophie du droit et d'enseignement de la philosophie du droit, à travers la question qui va être posée. Selon Schopenhauer, un défaut particulier aux Allemands, je tire ça de son texte, c'est qu'ils cherchent dans les nuages ce qui se trouve à leurs pieds. Oui. Et il poursuit en indiquant qu'un excellent exemple de ce genre nous est livré par la manière dont les professeurs de philosophie traitent le droit naturel. Pour expliquer les conditions humaines bien simples qui en constituent le fond, droit et tort, propriété, état, droit pénal, ils font appel aux notions les plus extravagantes, je cite toujours Schopenhauer, les plus abstraites, c'est-à-dire les plus larges et les plus vides. Et ils bâtissent ainsi dans les nuages leur tour de Babel, suivant leur caprice spécial à chacun. Je continue à citer, au son de certains mots, tels que droit, liberté, le bien, l'être et d'autres de la même sorte, l'allemand est pris de vertige, tombe bientôt dans une espèce de délire et s'échappe en phrases ampoulées et vides de sens. Il coud artificiellement ensemble les notions les plus éloignées et par conséquent les plus artificiellement ensemble les notions les plus creuses, au lieu de fixer ses yeux sur la réalité et de voir les choses telles qu'elles sont. Alors la question est la suivante. Ce vertige, cette imperfection morale, ce défaut particulier que Schopenhauer relevait chez les Allemands, pourrait-on l'observer avec la même intensité chez nous, ici et maintenant ? D'accord.
précisément à la question, à savoir, est-ce que cet excès d'abstraction que Schopenhauer reproche aux Allemands, est-ce qu'on peut également l'attribuer, l'imputer aux Français? Et donc à la philosophie française, et à la manière française de penser, de philosopher et de penser le droit. Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir justement sur les raisons pour lesquelles Schopenhauer reprochait à ses compatriotes cet excès d'abstraction. Alors effectivement, il a fait phrase célèbre. Les Allemands ont cette fâcheuse tendance, j'ai plus les mots exacts en tête, oui, un défaut particulier aux Allemands, c'est de chercher dans les nuages ce qui se trouve à leurs pieds. Et c'est d'ailleurs ce qu'il reprochait à Hegel, qui détestait d'ailleurs, c'était cet excès d'idéalisme, d'ailleurs il lui reprochait aussi une prose un peu confuse, dont il soupçonnait qu'elle était un peu destinée à masquer une idéologie au service de l'État prussien. Ça, c'était sa thèse à lui. Elle est ce qu'elle est, mais derrière le caractère abscon du vocabulaire de Hegel, c'est vrai que Hegel c'est très très difficile à lire, Hegel, Kant et surtout Hegel, derrière ce caractère abscon de la prose hegelienne se cacherait très mal selon Schopenhauer, mais ça je lui laisse la responsabilité de ce propos-là, ça cacherait très mal une philosophie servile au service de l'État prussien à l'époque. Bon, je ferme la parenthèse. Toujours est-il que chez Schopenhauer, il y a cette farouche attention à l'égard du monde réel. Et bien qu'il fût un idéaliste, c'est-à-dire digne héritier et de Platon et de Kant, en ce qu'il distingue, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le monde tel qu'il est et le monde tel qu'on se le représente, en ce qu'il fait la distinction entre le monde comme volonté et le monde comme représentation, le monde nouménal et le monde phénoménal, bien qu'il fût idéaliste, il s'efforçait de fonder ses raisonnements sur la science. Et notamment, il avait beaucoup lu des médecins français comme Bichat, Cabanis. Cabanis, c'est celui qui a défini la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est tout ce qui lutte contre la mort. Et ça rejoint un petit peu sa thèse, à savoir l'élan vital, enfin, ce que personne n'appellera l'élan vital, mais la volonté comme force aveugle. Et donc il tenait à tout prix à asseoir, en quelque sorte, à fonder sa métaphysique sur le monde réel. À tel point qu'il fait partie de cette nouvelle métaphysique que Heidegger appellera la rescendance, et non pas la transcendance. Kant affectionnait la transcendance. Le noumen, le monde nouménal, la chose en soi, c'est le monde transcendant, auquel l'entendement n'a pas accès, et auquel nous n'aurons jamais accès. Nous n'avons accès qu'au monde phénoménal, dans le temps, dans l'espace, et de façon causalement déterminée. Et donc, le noumen, c'est la transcendance. C'est l'idée, chère à Platon. Platon aussi affectionnait la transcendance. Au lieu de quoi, Schopenhauer, lui, ce qu'il appelle le monde comme volonté, la chose en soi, qui est inaccessible à l'entendement, n'est pas perché dans un empire lointain, n'est pas perché dans le ciel des idées. Il est à nos pieds, il est sous terre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est le préfigurateur de la philosophie généalogique. Il est sous nos pieds, il est en nous, enfoui en nous, il est dans notre corps. Et d'ailleurs, Schopenhauer attribuait une très grande place au corps, davantage qu'à l'esprit. Le corps détermine l'esprit. L'esprit n'est pas que le parasite du corps, le cerveau comme parasite du corps. Il est en nous. Autrement dit, c'est ce que Heidegger appellera la rescendance schopenhauerienne. Autrement dit, la transcendance, elle est dans le monde, elle est sous nos pieds. Elle est, voilà, le monde en soi, la chose en soi, qui est inaccessible à l'entendement, elle est sous nos pieds. Un philosophe qui s'appelle, un auteur qui s'appelle Rüdiger Safranski, dans un ouvrage qu'il avait publié dans les années 1990, Schopenhauer et les années folles de la philosophie, il appelle ça la métaphysique sensielle d'Arthur Schopenhauer.
la métaphysique de Schopenhauer, car c'est bien une métaphysique, puisque j'ai commencé cette séance par dire que la science est insuffisante, elle ne peut pas nous apaiser, et qu'il faut recourir à la philosophie, c'est-à-dire à la métaphysique, pour apaiser notre soif, notre inquiétude, notre étonnement. C'est bien un métaphysicien, mais la métaphysique de Schopenhauer, contrairement à celle de Kant, de Hegel et de tous ses contemporains, plus ou moins à l'époque, essentielle. Elle prend racine dans le réel, dans ce qu'il appelle la volonté, c'est-à-dire en fait dans tout ce qui est en nous et tout ce qui nous surdétermine. Voilà pourquoi d'ailleurs il a écrit un livre qui s'appelle La volonté dans la nature. Et d'ailleurs voilà aussi pourquoi, tout s'explique, il a fait des études de médecine à Göttingen, tout en parallèlement à ce de philosophie, il a fait des études de médecine. Donc il avait un regard très attentif à l'égard des choses scientifiques, de la biologie, les sciences. Et donc, la thèse de Schopenhauer, par rapport à sa posture idéaliste, elle consiste à dire que, contrairement à ce que prétend Kant, qui est le philosophe des limites de la raison, la chose en soi n'est pas du tout inaccessible. Elle n'est pas comme ça dans un empire des lointains, dans le ciel des idées. On peut y avoir accès, mais pas par l'entendement, par l'expérience. C'est-à-dire que, et là, le siège, il explique, le siège de la chose en soi, c'est la corporéité de chacun, c'est le corps de chacun. Parce que le corps de chacun, c'est la clé par laquelle il faudra passer pour éprouver la chose en soi, la souffrance, le désir, le plaisir. Autrement dit, la volonté, le monde comme volonté, c'est ce qu'il appelle la libido du monde. C'est cette force aveugle qui fait qu'il nous... Autrement dit, on y a accès non pas par la connaissance, mais par l'expérience de son propre corps. Autrement dit, le corps, et ça c'est très important chez Schopenhauer, le corps, il faut le voir sous deux aspects. À la fois comme représentation, objet que je vois, quand je me regarde dans la glace par exemple, je vois mon corps, comme phénomène. Ça c'est le corps comme représentation, c'est pas le vrai monde. Donc je le vois dans le temps, dans l'espace, de façon causalement déterminée. Et puis il y a le corps comme volonté, c'est-à-dire le corps non pas auquel j'ai accès par l'entendement, par l'intellect, par la connaissance, mais que j'ai accès en l'éprouvant, par l'expérience, par la souffrance, par le plaisir, Oui, c'est ça. Autrement dit, et ça c'est le monde comme volonté. Le monde comme volonté, c'est quelque chose de concret, de réel. C'est pas le ciel des idées. C'est une métaphysique sensielle. Voyez-vous ? Voilà pourquoi il s'intéressait beaucoup à la science, et aux sciences de la vie, Cabanis, Bichat, à l'époque. Et donc, la conséquence, c'est que du point de vue de la philosophie du droit, sa doctrine du droit sera bien différente de celle de Kant, qui fondait sa doctrine sur le principe de dignité, c'est-à-dire, et notamment de liberté. La liberté, chez Kant, c'est quelque chose qui relève du nouménal, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas accès par la connaissance, puisque la liberté n'est pas dans le phénomène. Vous comprenez pourquoi? Puisque le phénomène, il est causalement déterminé dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas de place pour la liberté dans le phénomène. Le monde tel qu'on le perçoit, le monde phénoménal tel qu'on le perçoit, on le perçoit dans le temps, dans l'espace, de façon causalement déterminée, de sorte qu'il n'y a pas de liberté. Puisque, justement, la causalité elle est infinie. Toute cause est la conséquence d'une cause, qui est la conséquence d'une, etc. Donc, tout est conditionné. Il n'y a pas d'inconditionné. Autrement dit, il n'y a pas de place pour l'absolu dans le monde phénoménal. Il n'y a pas de place pour l'inconditionné. Autrement dit, il n'y a pas de place pour la liberté. La liberté, c'est ce qui n'est pas conditionné. La liberté, c'est ce qui n'est pas causé. Donc, il n'y a pas de place pour le non causé dans le monde phénoménal. Donc, dans le monde phénoménal, auquel s'intéresse le savant, l'anthropologue, il n'y a pas de liberté. C'est pour ça que les scientifiques ne croient pas au libre arbitre. Les scientifiques ne voient que le monde phénoménal. Les scientifiques n'approchent que le monde causalement déterminé. Donc, la liberté, dit Kant, elle n'intéressera pas le regard du savant, elle ne sera pas l'objet de ce qu'il appelle la raison théorique, celle auquel il a consacré la critique de la raison pure. Elle intéressera la raison pratique. Plus exactement, la raison pure pratique, c'est-à-dire pure de toute expérience, a priori, avant toute expérience. Autrement dit, la liberté, elle intéressera la raison
que mobilise non pas le savant, non pas l'expert, non pas le scientifique, mais le politique, ou le juge, ou le moraliste, ou celui qui dit ce qui doit être, c'est-à-dire non pas celui qui sait, mais celui qui veut. Autrement dit, la liberté, elle relève du monde phénoménal, elle est un objet métaphysique, au-delà de la physique, au-delà de ce qui est phénoménalement, de tout ce qui est phénoménal, de tout ce qui est observé dans le phénomène. La liberté, elle est objet métaphysique pour Kant. Une parenthèse, attention au mot métaphysique. La métaphysique au sens qu'assigne à ce terme Kant, c'est pas la métaphysique à l'ancienne, c'est-à-dire prétendre connaître ce qui n'est pas connaissable, prétendre connaître Dieu, par exemple. Non, ça, cette métaphysique, il faut l'abandonner, parce qu'elle ne fait pas notre temps, c'est un champ de bataille stérile. Non, la métaphysique, au sens que Kant assigne à ce mot, c'est non pas une activité de la raison théorique, une activité de la connaissance. On ne prétend pas connaître ce qui n'est pas connaissable, on ne prétend pas connaître ce qui est au-delà du phénomène, c'est pas possible, limite de la raison. Non, la métaphysique, c'est l'activité que nous mobilisons pour vouloir, c'est-à-dire, c'est l'activité qui consiste à faire comme si, c'est-à-dire faire comme si nous étions libres. C'est ce que Hans Weininger, un lointain disciple de Kant, en 1911, appellera la philosophie du comme si. Donc, ce qu'on appelle le renouveau métaphysique kantien, c'est-à-dire assigner au mot métaphysique une autre signification, ça veut dire quoi? Ça veut dire la métaphysique, c'est une activité non pas mobilisée par la raison théorique, mais une activité mobilisée par la raison pure pratique, c'est-à-dire la raison du juge, la raison du législateur, la raison de celui qui fabrique des concepts a priori, c'est-à-dire avant expérience. Autrement dit, parmi ces concepts, il y a le concept de libre arbitre, le concept de liberté. Faisons comme si nous sommes libres. On sait qu'on ne l'est pas, puisque l'anthropologue nous enseigne que l'homme n'est pas libre, l'homme est phénoménalement déterminé, mais c'est pas grave, faisons comme s'il était libre. C'est le fameux impératif catégorique. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté soit érigée au rang de règle universelle. Agis de telle sorte que tu n'attends aucun retour. Agis de façon désintéressée. C'est-à-dire, agis librement. Si nous agissions sans être intéressés, si nous agissions sans attendre en retour un quelconque intérêt, nous serions libres. Si nous obéissions au devoir pur, c'est-à-dire de façon inconditionnée, impérative catégorique, nous serions libres. D'accord? Mais ça, évidemment, Kant est bien conscient que ça n'existe pas. C'est ce qu'il appelle l'être raisonnable. L'extraterrestre, diront certains de ses détracteurs. À tel point que certains diront que Kant n'est pas humaniste, puisque sa philosophie ne porte pas sur l'homme réel, mais porte sur l'être raisonnable qui n'existe pas. C'est-à-dire cet être qui n'obéit pas à un devoir hypothétique, c'est-à-dire par intérêt. Par exemple, moi j'obéis aux lois parce que j'ai peur d'aller en prison, par intérêt. Je n'ai aucun mérite d'obéir aux lois, donc je n'ai pas de libre arbitre. Voyez-vous, je n'ai aucun mérite d'obéir aux lois, puisque je n'y obéis que parce que j'attends en retour un intérêt. Ne pas aller en prison, ne pas payer de dommages et intérêts, donc je n'ai aucun mérite. Donc je ne suis pas libre, je suis hétéronormé. Ça, c'est l'homme auquel s'intéresse l'anthropologue. L'homme qui est dans le phénomène, qui est causalement déterminé, qui n'est pas libre. L'homme conditionné, et non pas inconditionné. Kant, lui, nous pose la figure d'un être raisonnable, c'est-à-dire en fait un extraterrestre, diront certains de ses détracteurs. J'ai quelques noms à citer, mais j'ai oublié. Mais il y a deux auteurs qui avaient co-signé un texte dans lequel ils disaient que Kant s'intéresse à l'extraterrestre et non pas à l'homme. L'être raisonnable, c'est celui qui obéit par devoir pur. La loi morale, c'est l'impératif. Donc il n'attend rien. Donc c'est l'être libre, sachant que cet être n'existe pas. Et Kant en est conscient. Où l'on voit que sa métaphysique, c'est pas une activité de la raison théorique, de la raison qui connaît, c'est une activité de la raison pure pratique, c'est-à-dire une activité de la raison qui fait comme si, faisons comme si nous étions libres. Eh bien, Schopenhauer fustige cette posture du comme si. Il fustige cette posture transcendantale, c'est-à-dire qui consiste à raisonner indépendamment de l'expérience. C'est ça que ça veut dire le transcendantal. Le transcendantal, c'est raisonner de manière indépendante de l'expérience. Il fustige cette posture parce qu'il dit qu'elle est totalement, comment dirais-je,
ignorante de la réalité. Elle méprise la réalité. Elle est dans elle est celle de l'allemand qui raisonne, qui s'intéresse, enfin, qui ne regarde que les nuages et qui ne regarde pas ce qu'il y a sous ses pieds. Autrement dit, Schopenhauer ne reprend pas à son compte la morale kantienne de l'impératif catégorique. Et ça fait l'objet d'un texte qu'il a écrit quelques années après Le monde comme volonté et comme compensation, qui est Les fondements de la morale. Dans les fondements de la morale, en fait, c'est là où il y a le concentré de toute la philosophie du droit de Schopenhauer, c'est dans les fondements de la morale. Il critique très sévèrement les fondements de la morale kantienne, et notamment la thèse de l'impératif catégorique, cette métaphysique au sens que donne ce mot Emmanuel Kant, qui est une métaphysique perchée, dit-on trivialement aujourd'hui, c'est-à-dire perchée dans le ciel des idées, c'est-à-dire une métaphysique qui résonne de façon pure, avant toute expérience. Au lieu de quoi, lui, ce qu'il va privilégier, c'est la compassion. C'est pas la liberté. Sa philosophie du droit, elle repose sur la compassion. Et là, il faut que je m'explique. Quelques instants, si vous me permettez. Et c'est là que l'on voit tout le lien qu'il y a entre la philosophie de Schopenhauer et le monde réel. Schopenhauer est conscient que la volonté fait souffrir, puisqu'elle nous assigne à un désir, nous voulons, sans savoir pourquoi, nous sommes toujours. Et donc, le salut passe par ce qu'il appelle la négation de la volonté. C'est ce qu'il appelle la volonté. Ne pas vouloir. Cesser de vouloir. Et pour cela, il propose 3 issues. L'ascétisme, la contemplation esthétique et la fameuse compassion. Alors, je reprends ces trois pistes que Schopenhauer propose pour inviter l'homme à se soustraire à la tyrannie du vouloir. La première, c'est l'ascétisme. Alors, évidemment, c'est la plus difficile à respecter. Et ça confine à l'absurde, parce que ça va jusqu'à la cessation de procréer. L'ascète, dit Schopenhauer, c'est celui qui a compris que celui qu'il convoite, que l'homme ou la femme qu'il convoite, quand on la convoite, c'est pour satisfaire notre intérêt subjectif, notre plaisir, le désir amoureux, le désir physique, c'est pour satisfaire notre intérêt subjectif. En réalité, l'homme n'est que l'otage de la volonté qui se sert de lui pour perpétuer l'espèce. Autrement dit, la volonté se sert du sujet pour se perpétuer elle-même. L'homme, otage de la volonté. Donc, c'est la métaphysique de l'amour sexuel, il a écrit toute une métaphysique de l'amour sexuel. Quand on aime quelqu'un, quand on convoite quelqu'un, quand on est attiré par quelqu'un, en réalité, alors qu'on croit satisfaire son intérêt subjectif, on ne fait que servir l'intérêt objectif de la volonté, de l'espèce, qui se sert de nous pour perpétuer. Et donc l'ascète, c'est celui qui a compris cette duperie. C'est celui qui a soulever le voile de Maya. Alors, le voile de Maya, c'est quoi? Alors, c'est en cela que je disais tout à l'heure que la philosophie de Schopenhauer est très proche de la religion indienne. Le voile de Maya, c'est le voile dont on se couvre, dont sont couverts les hommes, qui les plongent dans l'illusion de la dualité cosmique entre moi et le monde. Le voile de Maya, c'est la représentation. C'est le monde comme représentation. C'est-à-dire c'est le monde, c'est le voile qui nous fait croire que le monde est pluralisé, individualisé. Pluralité, individualité, c'est-à-dire en fait le principe d'individuation. C'est ce qu'il appelle le principium individuation. C'est le monde tel qu'on le perçoit, c'est le monde illusoire. Au lieu de quoi le monde est individu. Le monde comme volonté est individu. D'accord? Et le fait de le percevoir comme pluralisé, à la fois dans le temps, succession, à la fois dans l'espace, coexistence, et de façon causalement déterminée, le fait de le voir ainsi est pure illusion. D'accord?
Autrement dit, toute la souffrance de l'homme, dit Schopenhauer, elle provient non pas de la volonté, elle provient de la contradiction entre le caractère individu du monde et la représentation illusoire que l'on s'en fait, qui elle est plurielle. D'accord? Eh bien, l'ascète, c'est celui qui a compris que l'ego est illusoire et qu'en fait, le sujet est l'instrument dont se sert la volonté pour se perpétuer. Et donc, quand il va cesser de vouloir, de désirer, il cessera comment dirais-je, de participer à l'intérêt objectif du monde comme volonté. Autrement dit, il a arraché ce voile de Maya qu'il a plongé dans l'illusion de la pluralité du monde. Il a fini par comprendre que son individualité est purement illusoire et qu'en fait, il participe d'un monde qui lui est individu. C'est ce que disent les bouddhistes. Les bouddhistes disent nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans un océan infini. L'individu, l'ego, est illusion, pure illusion. Ensuite, il y a la seconde voie, c'est la contemplation esthétique. La contemplation esthétique, c'est ce qui fait que c'est celle de l'esthète. L'esthète, quand il contemple une œuvre d'art, il cesse, comment dirais-je, il n'est pas intéressé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas le regard du scientifique qui voit le monde de façon causalement déterminée à l'infini. L'esthète est totalement désintéressé, il ne veut pas se servir de l'œuvre d'art qu'il contemple à des fins lucratives. Autrement dit, son regard est désintéressé. Autrement dit, il s'est décentré. Et donc, là encore, il a compris que l'ego est une illusion. Il s'est décentré. Et donc, il est, comme dit Schopenhauer, sujet connaissant pur. Il ne cherche pas à instrumentaliser l'œuvre qu'il contemple. Son regard n'est pas utilitariste. Il contemple une œuvre qui n'a pas d'utilité pratique. Donc, il est hors du temps et de l'espace, en quelque sorte. Donc, il a compris que l'ego est une illusion. Et puis, la troisième voie, c'est la compassion. La compassion, quand j'ai pitié de quelqu'un, j'ai compris que l'autre participe du même monde que moi. C'est ce qu'il appelle l'objectivation de la volonté. La souffrance de l'autre, c'est aussi la mienne. Et donc, quand j'ai pitié de quelqu'un, quand j'éprouve de la compassion pour quelqu'un, j'ai compris qu'entre moi et le monde, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de frontière. Et qu'en fait, nous participons l'un comme l'autre au même monde. Et donc, encore une fois, j'ai retiré le voile de Maya. J'ai cessé la dualité. J'ai cessé de croire en la dualité cosmique entre moi et le monde. Le problème, c'est que seul le sage est capable de retirer le voile de Maya. C'est-à-dire, seul le sage est capable de comprendre qu'il a été dupé par l'illusion de la dualité cosmique entre moi et le monde. Seul le sage est capable d'ascétisme, seul le sage est capable de contempler de façon esthétique et désintéressée une œuvre d'art, et seul le sage est capable de comprendre que l'autre, la souffrance de l'autre, est aussi la sienne. Seul le sage. Mais l'homme ordinaire, l'homo juridicus, lui, n'en est pas capable. Voilà pourquoi le droit, l'instrument, c'est la béquille artificielle, c'est l'outil artificiel qui va permettre à chacun de se décentrer, c'est-à-dire de